La vitesse, c'est pas important. Enfin, aujourd'hui, on a la vie devant nous. Pour certains et certaines, c'est plus long que d'autres. Mais aujourd'hui, on peut atteindre n'importe quel objectif. Il faut du temps, évidemment. Il faut de l'énergie, il faut de la passion. Sinon, on abandonne assez vite. Mais pour moi, tout est atteignable. Tout le monde est capable de se former, de comprendre, de faire. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on se veut dans la vie et d'investir le temps et l'énergie nécessaires à ce que ça s'accomplisse, quoi. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 21e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 21, j'échange avec Noam Yaron, qui est un nageur d'ultra-endurance qui se bat pour la préservation des eaux. Il est influenceur, acteur et il a son entreprise spécialisée dans la création de contenu. Dans ce numéro 21, partie 2, on a parlé des thèmes de une journée type de Noam, de l'environnement, de son parcours, de dépassement de soi et de bien d'autres points. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, vous pouvez, quand vous le souhaitez, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les différentes plateformes de podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, sur YouTube, on est aussi en vidéo. C'est ce qui m'aide le plus. Je suis aussi sur Instagram, @DevBrianOumana, c'est DEV Brian Oumana. Bonne écoute. Je te propose qu'on commence cette deuxième partie en m'expliquant qu'est-ce qu'une journée type de Noam. Oula, tu t'engages dans un truc compliqué. Alors, déjà, je dirais que ça a pas mal changé ces derniers temps depuis mon challenge des 5 lacs, la traversée du Léman, puis notamment mon nouveau challenge sportif que malheureusement on ne peut pas encore annoncer. Mais généralement, je me lève autour des 7h, 7h30, donc relativement tard, je dirais, pour faire en tout cas une bonne demi-heure, 45 minutes de justement un peu de stretching, méditation, vraiment être assez concentré sur moi-même, pas de téléphone, à part justement un petit chrono pour les étirements, les trucs comme ça. Déjeuner tranquille, sans ordinateur, et puis je commence généralement ma journée à peu près à 8h. Et puis ensuite, généralement le matin, je me consacre uniquement à des projets personnels, c'est-à-dire que je prends jamais d'appel, jamais de rendez-vous, sauf cas exceptionnel. Donc les gens que je vois le matin qui écoutent ça, vous êtes chanceux. Mais non, mais pour rire, mais en gros pour moi le matin c'est vraiment en tout cas ma période la plus productive. Donc c'est là où j'arrive le mieux à avancer, où j'arrive le mieux à créer des choses, à écrire, etc., etc. Et l'après-midi j'ai un peu moins d'énergie, un peu moins je dirais de volonté, et du coup c'est là où je crée peut-être un peu plus de contenu, où je réponds plus à des mails, où je place des rendez-vous, des appels, des trucs comme ça, et je fais environ entre 2 et 4 heures de sport par jour. Donc du coup il faut les placer à un moment donné, des fois c'est à midi, des fois c'est le soir, ça dépend de mes entraînements. Une séance ? Une séance, ouais. Et puis il y a plusieurs parties, mais je ne vais pas donner trop d'indices. Mais du coup, on va rester dans le suspense. Mais ça va bientôt sortir. Ça va bientôt sortir de toute façon. Pas ici, mais ça va bientôt sortir. Bientôt, c'est quand ? Je pense dans les semaines à venir. Enfin, c'est avant la fin de l'année, normalement. Ça devrait, au pire début d'année. Mais pour l'instant, on doit vérifier des choses avec Suisse Olympique, tout ça. Enfin, il y a plein de choses à vérifier. Mais c'est un joli projet. Je pense que les gens vont être très contents de le suivre. Mais on va essayer que ce soit intéressant en tout cas. Mais ça c'est un peu mes journées type. Le soir, je fais aussi des étirements, pas mal de choses, puisque j'ai appris qu'après ma traversée du Léman, où j'ai eu pas mal de douleurs après coup, je me suis rendu compte que c'était très important de prendre soin de son corps. Je mange aussi très bien, je bois peu d'alcool la semaine, un peu le week-end, mais je me fais plaisir, j'ai pas d'aliments interdits, j'ai pas de diète particulière. Je travaille avec Olivier Bourquin pour tout ce qui est nutrition. D'ailleurs, je pense que ces produits de BN Nutrition nous ont clairement sauvé la vie plus d'une fois sur la récupération et sur l'effort. On consommait ces produits. Et puis aussi de commencer à s'intéresser à l'impact hydrique des aliments. Donc ça veut dire combien
1 kilo de viande nécessite 2 litres d'eau à produire. Donc, il y a... Pour l'aspect écologique. Donc. Voilà, donc pendant ma préparation, typiquement, puis c'est encore un peu le cas maintenant, je mange pesco végétarien le soir, donc pas de viande, plutôt du poisson, ou typiquement enfin, vegan, végétarien, enfin voilà. Ça, c'est du bourquin, ça. Exact, et c'est super bon. Moi qui suis un très gros mangeur de viande, je me suis toujours dit, mais jamais de la vie. Pour moi, j'ai été un peu élevé, peut-être de manière négative, mais dans je dirais la croyance qu'un repas sans viande, c'est pas un repas. Moi, c'était pareil. Voilà, donc pour moi, un repas sans viande où on me sert du riz et de la salade et des légumes, je me dis, mais il manque un truc là, il y a un problème. Donc ça, c'était aussi un travail à faire sur soi-même pour se dire, non, il ne faut pas avoir de la viande à tous les repas, et heureusement que je me suis remis en question, et qu'il y a des alternatives à la viande qui ressemblent à la viande, qui sont excellentes. Enfin, moi, j'ai découvert grâce à Olivier. Planted. Oui, Eat Planted à la COP, incroyable, le goût est super, et tout le monde me dit, mais c'est trop bizarre, ils disent que c'est de la viande, mais c'est pas de la viande. Puis je dis, mais goûte, avant de dire, goûte, teste, ça te coûte pas grand-chose, fais le test, et c'est incroyable. Enfin, franchement, moi, j'adore, et du coup, je pense pas devenir ni vegan, ni végétarien, mais je trouve que, j'essaye de minimiser mon impact hydrique au quotidien. Et puis, ça passe par pas forcément acheter des bouteilles en PET de boissons qui sont pas forcément toujours bonnes pour la santé. On en a collecté beaucoup ces derniers jours pour pouvoir les proposer aux collectes, etc. Privilégier, c'est quand on en prend du PET recyclé. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le verre n'est pas du tout quelque chose d'écologique, malgré ce qu'on peut penser. La température de fusion du verre, c'est à peu près 5000 degrés. Il y a majoritairement le mazout comme énergie qui est capable de chauffer jusqu'à 5000. Et du coup, une énergie non renouvelable, polluante, enfin bref, il n'y a rien qui va. Donc on se rend compte, sans parler que le verre pèse à peu près, je crois, 200 fois le poids du PET, par rapport à une bouteille, par exemple, équivalent d'un millilitre. Donc, beaucoup plus de CO2 au transport. C'est un cauchemar. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de marques passer du plastique au verre, où tout le monde est là, bravo, bravo, puis en fait, pas du tout. Donc aujourd'hui, l'alternative packaging, c'est le PET recyclé, le plastique recyclé de manière générale. Et ils sont en train de développer aussi de nouvelles choses. On a collaboré aussi avec Philippe K, qui est un spécialiste en haute parfumerie, qui est basé à Lausanne, et qui a fait justement des gels lavants sans tensioactifs issus de la pétrochimie. Donc avec de l'huile de coco comme huile dégraissante en fait. Et le packaging est fait à base et biosourcé en plastique de canne à sucre. Donc il y a plein de choses qui sont faites. Donc on a utilisé ça pendant notre défi pour se laver, etc. Puisque on se lavait dans les douches de camping, mais on se disait peut-être ça va tomber dans le lac, puisqu'on était souvent proche des lacs. Donc d'avoir aussi des gels douche qui sont importants. On parle aussi beaucoup du savon solide, où on se dit waouh, c'est génial, il n'y a pas de packaging. Sauf que ce qu'on ne sait pas et ce qu'on n'explique pas à nos monsieur consommateurs, dont j'ai fait partie pendant longtemps, c'est que monsieur et mesdames consommateurs, c'est que en fait, un savon, c'est un corps gras. Et un corps gras, c'est liquide. C'est pas du tout fait pour être solide. Et en fait, il y a énormément de savons solides qui, pour le solidifier, ils utilisent un gaz qui n'apparaît pas dans la composition, puisque c'est sa fusion qui fait que c'est solide, donc il s'évapore dans l'air, et il est hyper toxique. Donc on se rend compte que là où on nous dit savon solide, c'est génial, et qu'en fait, il faut aller creuser un tout petit peu. Et c'est ça qu'on manque aujourd'hui en tant que consommateur, c'est l'information. Il nous manque énormément d'exactitude, de précision sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on fait, malgré que là j'ai enlevé l'étiquette, mais souvent on a des listes de 100 000 mètres de long avec des tout petits caractères qui expliquent qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, on ne regarde pas. Et aujourd'hui c'est important d'être un consommateur averti, et surtout d'être un consommateur qui va faire ce petit geste de se dire je vais vérifier où ça vient, de comment c'est produit, de qu'est-ce qui se fait. Et évidemment, dans une journée, on achète, on fait des courses, il y a plein de choses à faire. On n'a pas le temps de passer 10 minutes, 15 minutes, 1 heure sur chaque aliment. Mais si on achète toujours les mêmes, on va chez le boucher local, on se renseigne comment il fait sa viande. On se dit peut-être manger 3 soirs par semaine sans viande et d'être végétarien, ça peut être intéressant. Quand on est la personne qui cuisine dans le ménage, c'est nous qui faisons les courses souvent, ou qui influençons le repas de la famille. Donc, une personne avertie, tout d'un coup, sensibilise 4, 5, 6 personnes. Donc, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a aussi en tant que consommateur. De la même manière où je te disais avant sur un aspect plus sportif, où on se disait, voilà, ce petit détail de 1%
de ma combi qui est un peu trop serrée, mais c'est pas grave, mais qui finalement, on se rend compte, me ralentit d'1%, là, c'est la même chose. Chaque personne qui fait un effort, c'est un tout petit peu à son échelle, mais c'est énorme si tout le monde le fait. C'est énorme. On se rend pas compte. C'est comme si, moi, je me disais, en traversant le lac à la nage, de manière générale, je fais que 100 mouvements par entraînement. Je me dis, je peux pas faire mieux. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que j'arrive à enchaîner 100 mouvements, je fais une pause, j'enchaîne de nouveau 100 mouvements, je fais une pause, j'enchaîne de nouveau 100 mouvements. Et de là où avant 100 mouvements, ça fait, je dis n'importe quoi, 100 mètres, un aller-retour dans une piscine, tout d'un coup, je fais 188 km. Et ça, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire. La vitesse, c'est pas important. Enfin, aujourd'hui, on a la vie devant nous. Pour certains et certaines, c'est plus long que d'autres. Mais aujourd'hui, on peut atteindre n'importe quel objectif. Il faut du temps, évidemment. Il faut de l'énergie, il faut de la passion. Sinon, on abandonne assez vite. Mais pour moi, tout est atteignable. Tout le monde est capable de se former, de comprendre, de faire. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on se veut dans la vie et d'investir le temps et l'énergie nécessaires à ce que ça s'accomplisse, quoi. Et par rapport... Pardon. Pour revenir aux consommateurs, c'est vrai que je réalise que pas tout le monde a conscience de ce que tu as dit, mais on a un réel pouvoir en fait en tant que consommateur. Mais bien évidemment. Je vais prendre l'exemple des banques. Si on retirait tous aujourd'hui tout notre argent de X banque, la banque ferait faillite. C'est la même chose pour les biens de consommation. Si on décide qu'on ne veut plus avoir des œufs super industriels, je parle des œufs, mais on peut parler de n'importe quel aliment. Si aujourd'hui plus aucune personne n'achetait ce bien en question, l'entreprise, ils n'auraient plus intérêt à le commercialiser. Exactement. Mais de la même manière où aujourd'hui on me dit oui, mais le problème c'est pas les consommateurs, c'est les industriels. J'ai dit ok, je l'entends, c'est très bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'objectif d'une entreprise, c'est la rentabilité? C'est le point principal. Donc, elle va aller chercher de la marge là où elle peut, elle va essayer de convertir le plus d'achats, de ventes avec le moins d'investissement marketing possible, elle va essayer d'avoir le moins d'employés possible pour faire le plus de travail possible. Ça, c'est la vie actuelle qu'on mène. Est-ce que ça va changer? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Une fois qu'on comprend ça, on se dit, ok, à la Migros, à la Coop, dans un supermarché, peu importe lequel, on a, comme tu disais, ces bouteilles où la plupart, le PET n'est pas encore complètement recyclé. Ce qui est complètement dingue. À part ça, c'est accessible, c'est pas non plus hors de prix en termes de production, parce qu'on s'est renseigné, évidemment, à pas de dire faites du PET recyclé, et que tu te rends compte c'est 3 fois le prix d'une bouteille. C'est normal qu'ils réfléchissent avant de le faire. On se rend compte que c'est relativement accessible, on ne dit pas que c'est moins cher que le PET normal, évidemment, mais c'est accessible. Mais là aussi, si maintenant, toutes les entreprises de boissons, on va à la source, ne mettent plus de PET, ne font plus d'emballage en PET normal. Le PET normal va disparaître. C'est évident. L'entreprise qui met les trucs en bouteille va pas se dire ah, mais on garde du PET au cas où. Non, elle va faire que du recyclé. Et quand il y aura que du recyclé, le recyclé sera la nouvelle norme, ce sera moins cher, ce sera la norme. C'est la même chose. De la même manière, avant on chauffait au charbon, maintenant c'est l'électricité, le mazout. Avant, je pense l'électricité coûtait très très cher. Et là, ça commence à remonter pour d'autres raisons, mais c'est une question d'offre et de demande, c'est tout. Et là aussi, quand on voit les gens, encore aujourd'hui, qui se disent, en faveur de l'environnement, et encore une fois, en faveur de l'environnement, ça veut tout dire et rien dire, mais ça veut dire potentiellement, en Suisse, sauf événement exceptionnel, ne pas aller acheter un six-pack d'eau. Ça me paraît fou, aujourd'hui. Et de la même manière où, après, il y a le gaspillage alimentaire, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses, et puis ça ne veut pas dire, comme je le disais encore une fois, ne pas prendre l'avion, ne pas prendre la voiture. On se rend compte aujourd'hui, tout le monde crache sur l'avion, mais on se rend compte qu'un avion plein, qui voyage à 80%, j'ai plus les chiffres, mais n'est pas forcément plus polluant en termes de kilomètres qu'une voiture utilisée tous les jours sur une année. Et on se dit qu'il fera l'équivalent de la distance. Donc on se dit, mais réveillez-vous. Arrêtez de dire la voiture c'est mal ou l'avion c'est l'horreur. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Tout est bon dans un bon ordre de grandeur, avec modération. De la même manière qu'aujourd'hui, moi je me coupe d'aucun aliment, pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons, on va dire, de santé.
Je peux très bien manger des biscuits le soir qui sont pas du tout, entre guillemets, considérés comme bons pour la santé, alors que je vise un objectif sportif qui est élevé. Mais je me dis, le plaisir pour moi est important, et de manger 4 gâteaux, 4 biscuits, ben, ça va pas m'empêcher j'espère, me qualifier au championnat d'Europe, par exemple. Et du coup, ben, avec ça, ben, évidemment, je vais jamais manger toute la boîte de biscuits, ça m'est arrivé, mais c'est pas forcément quelque chose que je préconise. Mais pour moi, on peut manger de tout, on peut faire de tout avec modération. Et puis aujourd'hui, il faut arrêter de dire, si quelqu'un justement se mobilise pour l'environnement, de dire ouais, mais toi de toute façon tu prends l'avion. Oui, je prends l'avion une fois par année pour aller voir ma famille parce que c'est une priorité pour moi et que je peux pas y aller en kayak. Donc voilà, c'est comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, ben voilà. Il n'y a jamais de réponse. Et puis c'est ça pour moi le problème. Il faut arrêter de pointer les autres du doigt, mais il faut plutôt se remettre en question et justement prendre un petit moment et se dire qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Ça ne veut pas dire juste comment je pourrais être parfait, ça n'existe pas, c'est impossible. Aujourd'hui, rien que de venir aujourd'hui dans ce studio, il y a des câbles, il y a du matériel qui n'est pas recyclé, que quand il va être jeté, il ne va pas être réutilisé. Il y a la lumière qui est allumée, de charger tous les appareils, tous les trucs. Ben oui, mais c'est comme ça, mais aujourd'hui, tu fais ça parce que peut-être tu vas pas prendre l'avion, tu vas pas boire 6 bouteilles en pète par jour, et Dieu sait qu'il y en a qui le font. Donc, l'impact est 10 fois moindre avec tout ce que je viens d'énumérer que de tous les jours aller prendre ton six-pack d'eau, ton truc, ton machin. C'est fou. Et même les gens qui vont au train au travail, ils se rendent pas compte l'effort qu'ils font déjà en termes d'écologie au lieu d'y aller en voiture. Il y en a certains qui n'aiment pas conduire, qui ont peur comme moi, mais j'espère que ce sera momentané, mais bref, qui ne se rendent pas compte que rien qu'en allant au travail en transport en commun tous les jours, ils font un énorme effort. C'est clair. Et ça leur demande pas grand-chose. Et quand on a la possibilité, parce qu'aussi, de rejoindre là où on est aujourd'hui en transport en commun, je pense qu'on en a pour un moment. C'est pas facile à faire. Ouais. Donc voilà, il y a des fois où on n'a pas le choix. Et c'est ça qu'il faut pondérer, c'est justement les possibilités qu'on a en termes de temps et d'argent de faire. Et le reste, on verra si dans 6 mois on pourra le faire ou pas. Mais il n'y a pas d'enchaînement parfait de toutes ces choses. Non, c'est sûr. Tout en excès est néfaste. Et ce que tu as dit par rapport à l'avion, j'ai également pris les chiffres en tête, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on pointe du doigt énormément sur le transport, donc l'avion en l'occurrence, mais c'est vrai que, imaginons qu'au lieu d'aller à Paris en avion pour un week-end, tu vas en train. Au lieu de se faire un week-end à Barcelone en avion, tu dis ok, au lieu de faire un week-end de 2 jours, peut-être je vais aller plutôt une semaine. Là, tu diminues aussi ton impact. En plus, tu deviens, j'aime pas trop ce terme parce qu'au final, tout le monde peut l'être. Enfin, j'allais dire, tu deviens flexitarien, comme on dit, donc à moitié végé, à moitié omnivore. Là, pareil, juste de se dire que en fait, si on n'a pas un morceau de viande, donc quand je dis viande, moi j'englobe tout, poisson, poulet, viande de bœuf, par plat, c'est ok. C'est ok le soir de manger du tofu avec un curry de tofu par exemple. Tu as tes protes, tu as tes glucides, tu as tout ce qu'il faut, tu te fais un repas sain. Je vous invite à acheter un livre de Bourquin Nutrition ou d'Olivier Bourquin. Ouais. Il y a quelques bonnes recettes végé également. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une multitude d'actions qu'on peut faire tous de manière quotidienne qui vont, à mon avis, aider à faire en sorte qu'on va aller dans un monde meilleur. Ouais, mais c'est même pas à ton avis, c'est sûr. C'est une évidence. Aujourd'hui, il y a tellement, justement, comme je te disais, cette espèce de flemme de se dire je me sens pas concerné ou mon implication dans l'environnement fera pas la différence. Mais oui, là on se rend pas compte, mais si chacun en Suisse avait le temps, ça prend 1 minute, de collecter un mégot de cigarette qu'il trouve par terre, tu te rends compte l'impact? Et c'est quoi? C'est 5 secondes, on se baisse, on le prend et on le jette dans une poubelle. Incroyable, 8 millions. Ouais, comme ça. On en a 200, et heureusement, on en a 230 000 là à l'heure actuelle, on a passé le cap, mais tu te rends compte l'impact que ça ferait? Et là aujourd'hui, avec tout le matraquage médiatique qu'on a eu la chance d'avoir, on est entre guillemets que à 200 et quelques mille.
Ce qui est déjà énorme, c'est très bien, mais l'objectif, il est plus haut et on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et c'est ça aussi l'objectif, c'est de se dire comment on peut faire mieux. Comment est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus loin? Comment est-ce qu'on peut sensibiliser plus de monde? Comment est-ce qu'on peut, tout simplement être, d'être aligné avec ce qui se passe, quoi. Parce que pour moi, aujourd'hui, ça me paraît fou. Ça me paraît fou de voir des mégots par terre. Et Dieu sait que les services de voirie font déjà un superbe travail. Mais évidemment, ils ne peuvent pas être là tous les heures de la journée, derrière chacun un fumeur qui va jeter son mégot par terre. C'est impossible. Ouais. Et c'est ça pour moi qui est important. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce côté que je retrouve beaucoup et qu'on a beaucoup de témoignages à ce sujet. C'est ce côté, mais les gens ne font pas le travail, ne font pas d'efforts, ne font pas de trucs. Puis je dis, arrêtez de regarder les autres. Faites-vous déjà, c'est très bien ce que vous faites. Et puis, sensibilisez les gens autour de vous. Ça sert à rien de se plaindre, ça va pas faire avancer le truc plus rapidement. Parlez-en autour de vous. Si ces gens, si une personne en touche 10, c'est 10 en touche 10 chacun, on arrive vite c'est un à facteur beaucoup. de multiplication qui est important. Et c'est vrai qu'on sous-estime complètement le pouvoir qu'on a en tant qu'individu. Où on se dit on est baigné dans ce truc, dans ce monde où plus personne nous regarde, où on est juste un numéro, on nous envoie notre feuille d'impôt toutes les années. C'est pas du tout ça. On a un impact énorme de par notre réseau, de par notre connaissance, de par notre façon dont on consomme, dont on parle, dont on communique, dont on partage les choses avec les gens. C'est énorme. Les gens, ils se rendent pas compte l'impact qu'ils ont. Moi, aujourd'hui, je vis... l'un de mes sources de revenus principales, c'est que je partage entre guillemets, je crée des vidéos autour de produits d'entreprises qui me parlent et que j'accepte de représenter, parce que sinon je ne le ferais pas. Ces entreprises, elles ne sont pas toutes 100% écolo, personne ne l'est, encore une fois, mais voilà, elles sont en tout cas dans une direction et qui est aujourd'hui inévitable. Il y a 10 ans, on en parlait un petit peu de la durabilité, de l'écologie. Oh, c'est quoi l'écologie? Puis aujourd'hui, on se rend compte, mais tu peux pas ne pas être là-dedans aujourd'hui. Mais parce que c'est rentable, entre guillemets. C'est une trend, c'est le nouveau normal. Et puis, dans 10 ans, ce sera là où tout le monde regarde, oui, le métavers, c'est quoi? Puis tu verras, dans 10 ans, tout le monde fera ses rendez-vous avec des lunettes, des machins, des trucs, clair. Et ce sera normal. Ouais. Et c'est ça, en fait. Il faut vraiment avoir l'ouverture d'esprit, la curiosité, et d'aller investir un petit peu de son temps pour s'informer sur des choses qui nous paraissent importantes. Pour moi, c'est l'environnement, et je ne suis pas du tout un expert. Les gens me disent, oui, mais vous n'êtes pas assez... qu'est-ce qu'on m'a dit? Malgré toute votre visibilité et tout, vous n'êtes pas du tout... comment on m'a appelé? Pas du tout assez extrémiste. Puis je dis, mais c'est pas du tout mon job. T'es pas vegan? Non, je suis pas vegan. Aujourd'hui, on a pris la voiture, c'est pas moi qui ai conduit, mais on a pris la voiture, on a un impact à 2 en venant ici. Je prends l'avion de temps en temps, ça m'arrive. Et puis voilà, je suis humain, c'est comme ça. Mais en échange, je fais attention à ce que je consomme un minimum. J'essaie de pas consommer de viande le soir, en termes d'impact hydrique, encore une fois. Je fais des collectes qui touchent la Suisse entière, qui débarrassent la Suisse de 200 et quelques mille mégots en 15 jours. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Moi, ça, c'est ma part du travail. En parallèle de ça, j'essaie de toucher des gens pour que eux aussi le fassent, pour que, multiplié par la masse, on touche plus de monde. Et si moi, j'ai réussi ça, mon job, il est fait. Je suis très content de moi. Et oui, on peut faire plus, on peut toujours faire mieux, mais faisons déjà avant. De dire, oui, mais bon, c'est pas assez. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Énumérez-moi juste un truc. Je sais pas... voilà, encore une fois, on en revient à ce fameux, cette espèce de flemme que j'appelle, de justement de pas aller vers l'action, quoi. C'est dommage. Pour fermer juste la boucle sur ta journée, t'as juste pas terminé, tu disais, le soir tu mangeais pesco végétarien, t'as mangé et ensuite? Après, pas grand-chose, hein. Je regarde beaucoup de séries. Le cinéma, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement. T'es acteur? Alors oui, plus trop maintenant. Je suis dans des publicités, je double des voix dans des pubs aussi. Mais je tourne beaucoup dans la publicité, mais un peu moins dans le cinéma, puisqu'il a été très impacté par le Covid, pour le coup. Mais j'avais des jolis projets avant le Covid, mais qui ont été, encore une fois, un peu mis de côté. Mais aujourd'hui, moi, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais beaucoup...
créer un gros projet là-dedans, c'est en cours, donc ça prend le temps que ça prend, c'est très grand, ça dépend pas que de moi pour le coup. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie. Pour l'instant, il y a la grande majorité des projets que j'ai décidé de lancer qui se sont concrétisés. Celui-là, il est en pause pour l'instant, il n'est pas abandonné, il est en pause. Et puis, il est repris en ce moment, il a été en pause pendant un moment, là il est repris. Mais voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Et je me rends compte que justement, ça, c'est une situation que j'apprécie pas. En l'ayant expérimenté, de moi d'être prêt, que tout est prêt, mais qu'aujourd'hui, ça ne démarre pas, parce que X, parce que Y, qui ne dépend pas de moi, ça me dérange aujourd'hui. Donc, je me rends compte que j'ai envie de créer des projets dans lesquels je ne suis pas le rôle principal, mais je suis l'initiateur peut-être, le facilitateur pour d'autres projets de quelqu'un d'autre, mais où je joue un rôle principal, où quand je sonne la cloche, on va dans la bonne direction, ça avance, on y va, et ça dépend de moi. Parce que moi, je me fais confiance. Je sais que je peux le faire, je sais que je peux me former, je sais que je peux apprendre, je sais que j'ai le temps, je sais que j'ai envie, et quand on a tous ces paramètres, ben, ça avance. Donc c'est plutôt vers ça que je me tourne. Mais non, mes journées sont relativement, pas banales, mais relativement... elles sont très rythmées, mais elles sont relativement simples, je dirais. Parce que la simplicité, là aussi, ça n'a pas toujours été le cas. Pour moi, aujourd'hui, ben, au centre de comment j'organise mes journées, mon emploi du temps. Avant, j'avais plein de trucs inutiles qui me prenaient du temps, mais qui ne me servaient à rien. Enfin, où je me disais, il faut absolument faire ça. Puis en fait, plus du tout. Tous les trucs qui ne me servent pas, directement, je les élimine. Comme quoi? Par exemple, typiquement, je ne réponds pas à tous les mails. Aujourd'hui, je prends le choix de me dire, je ne réponds pas. Parce que je ne dois pas donner mon temps à quelqu'un qui me contacte. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ben non. Aujourd'hui, non. On me propose quelque chose, ça ne m'intéresse pas, ça m'apporte rien, ça ne va pas dans ma direction, ça ne remplit pas mes valeurs, ce n'est pas quelque chose que je vais pas écrire un mail pour expliquer pourquoi je ne veux pas le faire. Je ne réponds pas. Si on me relance 1 ou 2 fois, je vois qu'il y a de l'intérêt, je vais répondre, je vais dire écoutez, je ne suis pas intéressé, mais sinon je ne réponds pas. Et puis voilà, ça c'est des minutes, mais on ne se rend pas compte, hein, sur une semaine qui valent des heures. Et puis la même chose sur les commentaires, aujourd'hui je réponds pratiquement à plus aucun commentaire sur les réseaux sociaux. Il y a des fois où voilà, il y a un truc qui me touche particulièrement où je vais répondre, mais je like des fois pour montrer que j'ai vu, je lis les commentaires, mais je n'y réponds pas. Si on me dit « Waouh, bon boulot », je ne vais pas dire « Merci beaucoup » à toutes les personnes qui me disent « Waouh, c'est super, waouh, c'est super ». Si je vois un commentaire négatif, constructif, auquel il faut passer du temps à répondre parce que je pense que cette personne, avec une bonne information, va peut-être changer d'avis, je vais le faire, mais sinon, je ne réponds pas. Je passe plus du tout du temps, en fait, sur ces choses en fait qui me rapportent pas. Ça veut pas dire de l'argent, mais ça veut dire du temps, de l'énergie qui vont pas m'amener vers là où j'ai envie d'aller. Là, un de mes objectifs principaux ces 2 dernières semaines, c'était de sensibiliser le plus de monde possible. C'est pour ça que j'ai dit oui à toutes les interviews. Ça faisait partie de ma stratégie, de me dire l'objectif, c'est que vraiment, à la fin de ces 2 semaines, j'aimerais pouvoir me dire j'ai fait le max. J'ai tout donné et c'était la priorité. J'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à gérer mon business à côté, mais j'ai eu la chance d'être financé pour cette action. Donc, j'ai pu, on va dire, mettre un peu de travail de côté pour me consacrer pleinement à ça. Et je suis très content du résultat. J'espère que tous les partenaires et ceux qui ont soutenu cette action de manière financière ou autre seront aussi contents. Mais moi, en tout cas, je suis très content. Et puis, c'est là aussi, quand on finit un travail, il y a un début, une fin. Puis là aussi, maintenant, je me fixe beaucoup de dates butoirs, beaucoup d'échéances. Enfin, pour moi, c'est sur ça que je travaille. Et du coup, on se rend compte, voilà, si on veut aller au championnat d'Europe dans 7 mois, il faut faire tant d'heures d'entraînement, il faut arriver à faire ci, il faut arriver à faire ça, il faut qu'on passe ce test, il faut qu'on passe cette compétition, il faut qu'on aille ça, il faut qu'on aille ci. Et puis, c'est ça. Donc après, j'échelonne, je me dis, voilà, ça c'est mon calendrier. Je passe la première étape, ça passe. La deuxième, ça passe pas. On recalcule tout le calendrier. On refait en sorte que ça passe. Tu as toujours une marge. Parce que quand tu dépends d'un événement comme un championnat, tu peux pas dire « Attendez-moi, je serai prêt dans 1 mois ». Enfin, c'est impossible. Donc voilà. Mais sinon, je simplifie beaucoup de choses. J'ai perdu aussi énormément d'amis ces dernières années. Je donne mon temps à très peu de monde. Avant, j'étais très social. Je parlais beaucoup. J'étais celui qui initiait les rencontres. Et puis aujourd'hui, plus. Je
consacre du temps à ma famille, à 2-3 amis avec qui j'ai envie de passer du temps. Et puis le reste, des gens qui ont envie de me voir, pas de problème, mais je n'initierai pas forcément l'échange. Et ça peut paraître fou parce que aujourd'hui, j'ai un quotidien puis un métier qui fait que je rencontre beaucoup de monde, où je suis en contact avec beaucoup de personnes. Et finalement, contrairement à avant où je me disais, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir des gens, là maintenant, beaucoup moins. Je suis beaucoup plus à canaliser mon énergie sur moi-même, sur des choses qui me font avancer. Et ça paraît hyper égoïste, mais ça ne l'est pas du tout. Je pense que de se choisir, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Et de se préserver, c'est aussi ça. Parce que je me suis rendu compte que malgré mon côté assez extraverti quand même, j'ai un besoin de me retrouver seul beaucoup. Et c'est vrai que quand je passe beaucoup de temps avec d'autres gens, et c'est un peu la définition de l'introverti pour le coup, je me sens un peu vidé de mon énergie. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même pour justement recharger les batteries puis recommencer quelque chose et une vie productive, quoi. Et quand on t'entend, quand on te connaît un petit peu, quand on t'a suivi, on comprend pourquoi tu as fait ces traversées. C'était pour la préservation des eaux, le challenge. Donc, tu en as beaucoup parlé. Il y a tout cet aspect environnemental qui t'intéresse. Et au-delà de tout ça, moi, une question que je me suis posée, ou un point qui m'intéresse énormément, c'est de savoir dans quel milieu tu as grandi. Est-ce que tes parents étaient sportifs? Est-ce que tu as des frères et sœurs qui t'ont poussé, un frère ou une sœur aînée? Est-ce que tu as eu des exemples comme ça où tu te disais un jour j'aimerais être comme lui, comme elle, j'aimerais suivre ça? Est-ce que tu as eu un cercle d'amis petits où vous étiez tous, tu étais élite en natation, donc ton cercle était quand même des gens du milieu très sportifs, très objectifs? Comment est-ce que tu as grandi? Quel était ce cercle? Alors pour moi, j'ai toujours eu une famille, pour le coup. J'ai un petit frère qui a 18 mois de moins que moi, donc 1 année et demie à peu près. J'ai 2 parents qui sont ensemble, qui s'aiment, j'espère en tout cas. S'ils écoutent ça, ils nous confirmeront tout ça. Mais qui ont été hyper, en tout cas, je dirais flexibles. J'ai jamais eu, d'aussi loin que je m'en rappelle, d'heures de rentrée, de sortie. J'ai jamais vraiment été puni pour quoi que ce soit. Bref, j'ai eu une enfance, je dirais, heureuse et banale. Vraiment, dans tous les sens du terme. Je faisais beaucoup de sport, donc ça m'a, entre guillemets, pas empêché, mais ça m'a permis d'être très rapidement responsable de moi-même, parce que évidemment quand tu t'entraînes jusqu'à 2 heures par jour sur la fin de ma carrière, tu dois bien dormir, tu dois bien manger, parce que sinon tu fais pas de résultats, donc ça c'est évident. J'ai jamais eu d'allègement scolaire à part la gym, donc là aussi je suis pas allé en sport-études, donc j'ai dû continuer mes études normalement. J'ai fait le gymnase, le lycée, en maths physique, donc l'une des branches les plus compliquées. Et puis j'ai toujours en fait visé le plus haut possible. Ça a toujours été un peu je dirais ma marque de fabrique. Pourquoi? Tu sais? Aucune idée. Pour me dire, j'ai envie de voir si c'est possible. Donc je me dis, voilà. Tes parents étaient stricts? Pas du tout. Ouais, t'as dit en fait. Pas du tout, hyper flexible. Ouais. Aucune pression. Ma maman vient d'un milieu, elle vivait dans une ferme, dans le Gros de Vaud, vraiment pas du tout. C'était personnel, quoi. Elle n'était pas carriériste, elle a fait une très belle carrière professionnelle, elle a fait l'école hôtelière de Lausanne aussi, qui à l'époque était un peu différente que comme on la connaît aujourd'hui, mais une très belle école. Mon papa vient d'Israël, a déménagé ici par amour, a débarqué du jour au lendemain. Et puis a appris le français, a fait des études aussi ici, a monté son entreprise, mais indépendant, de manière vraiment, je dirais sans prétention, sans prise de tête, c'est des gens normaux. Vraiment, c'est ce que j'aime bien dire. J'ai pas eu de trucs particuliers avec mon enfance, mais en tout cas, ils m'ont toujours, je dirais, soutenu. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu un peu ce côté, à jamais me mettre de barrière. Comme je te disais, on m'a jamais posé vraiment de questions en me disant, mais t'es sûr? C'est un peu bizarre. Voilà. Et surtout, c'était très cool pour moi. Moi, j'ai toujours été très indépendant depuis tout petit. Je prenais le bus tout seul. Je crois que j'avais 10-12 ans. À l'époque, c'était encore possible, mais je prenais l'avion tout seul pour aller en Israël. Donc,
enfin bref, j'ai toujours été très indépendant, très axé sur finalement sur moi-même. Et puis, c'était hyper gratifiant de voir que ce que je me disais que je voulais faire, j'arrivais. Donc, au départ, c'est d'aller en maths physique. On se dit, ah, mais je suis en VSB, ça s'appelait comme ça avant. Le plus difficile, c'est les maths physiques. On aime les maths, on ne sait pas trop si ça va le faire parce qu'on s'entraîne, on n'est pas non plus hyper doué à l'école, mais on y va. Et puis, ça a toujours passé. J'ai jamais été le meilleur. Sur le papier, avec les notes, les machins, j'étais plutôt dans la moyenne. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on me demandait d'être le meilleur, sur ces traversées, par exemple, sur des compétitions, j'ai fait les championnats suisses de maths, par exemple, aussi, les Jeux olympiques de mathématiques aussi. J'ai fait les championnats suisses de Scrabble, alors que je suis nul en français. Et toujours, c'était toujours ça de me dire, voilà, là, on me dit, c'est compliqué, pour toi, ça va vraiment pas le faire. Je me suis dit, go, on y va. Et puis, ça a toujours bien marché. J'ai jamais été premier, j'étais pas le meilleur, mais j'étais dans les bons, et puis ça me plaisait bien. Et je me rendais compte, avec ça, on construit de la confiance en soi, on construit de la connaissance et puis de la curiosité, on développe ça. Et c'est vrai que de fil en aiguille, quand je suis arrivé à ces étapes un peu de sport, de haut niveau, de natation, je me rappelle que quand j'étais jeune, on me disait, Noam, t'es pas du tout fait pour la natation, ni grand, ni bien foutu, ni quoi que ce soit. Tu es dernier du classement. Pour le coup, j'étais vraiment dernier du classement là, à l'époque. J'étais petit, hein. Mais je me suis dit, moi, je veux continuer de nager. Je veux pas arrêter. Et puis on me disait, il faut que t'arrêtes. T'es pas fait pour ça. Là, ça va commencer à devenir très sérieux. Puis à l'époque, j'avais 10 ans. Donc à un enfant de 10 ans, de dire ça, c'est quand même fort. C'est pas sympa comme entraîneur. Et puis, j'ai dit devant tout le monde, sans hésiter, une seule seconde, j'ai dit, un jour, je serai champion suisse. Et là, tout le monde a ri, éclaté. Parce qu'en natation, c'est un sport en Suisse qui commence à être de plus en plus reconnu, avec un niveau plus ou moins incroyable en ce moment. Mais il y a beaucoup de concurrence. C'est un sport qui est très compliqué. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de nageurs en Suisse. Et évidemment, moi, je nageais à mort, j'ai un petit club, un petit truc. On avait une piscine de 16 mètres pour s'entraîner, alors que la plus petite en compétition, c'est 25 mètres. Bref, la honte. Mais bref, je pensais pas du tout à ça. Pour moi, c'était clair qu'un jour, j'allais faire champion suisse. Et on m'a appelé toute ma carrière champion suisse. Pour se foutre de ma gueule. Alors, le champion suisse, t'en es où, nanani. Et de mon équipe de l'époque, j'étais le seul à avoir fait champion suisse. Et j'ai arrêté aux 3000 mètres en eau libre. Là aussi, ils vont me dire, oui, mais bon, il y avait moins de monde. Oui, il fallait y aller, il fallait nager, il fallait faire premier parce qu'il y avait 10 personnes. Et puis, toi, tu l'as fait, tu l'as nagé. Vas-y, inscris-toi. Vas-y. T'arrives à nager dans le lac? Ah non, je déteste ça. Voilà. Ouais. Débrouille-toi. Il y aura tout le temps des gens pour exact. dire des choses. Et c'est vrai que j'ai eu ce titre et je me suis dit, je vais m'arrêter sur ça parce que j'arriverai pas à faire mieux. Et depuis, je me suis à moi-même prouvé le contraire en faisant ces lacs. 6 pour être précis à la nage en tout. Et aujourd'hui, je m'attaque à autre chose. Je reviens dans la compétition parce que je pense que j'ai gagné en maturité malgré que j'en ai toujours eu un peu plus, mais qui est très important pour moi et de pouvoir me mesurer à un niveau cette fois international, j'espère, d'arriver à ce niveau-là et de voir si vraiment tout est possible parce que pour l'instant, c'est un peu ce que je me suis prouvé à moi-même et j'espère pouvoir inspirer les autres aussi à entreprendre peu importe quoi et de se dire ouais, ça le fait quoi. Et Noam, je te propose de clôturer cet épisode sur ces paroles. Avant ça, je vais te poser une question que je pose à tous mes invités. Oui. Qu'est-ce que le succès pour toi? Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, le succès, c'est de se coucher le soir et d'être fier de soi. Pour moi, c'est pas un point, c'est une attitude. De manière générale, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, c'est de se contenter de pas grand-chose aussi. C'est de se dire que aujourd'hui je suis bon, demain je le serai peut-être pas, après-demain peut-être pas non plus, mais dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera incroyable. C'est un peu, pour moi, le succès c'est un chemin et c'est pas un point final. Et pour moi, à partir du moment où justement je me suis dit que mon point final, mon objectif, c'était d'être champion suisse, je me suis dit pour être champion suisse, il faut battre tout le monde. Ça veut dire que battre tout le monde, ça veut dire que plus il y a de personnes, moins tu as de chance.
Ça veut dire comment on fait. On ne peut pas éliminer les gens, on ne va pas les tuer évidemment. Donc on trouve des distances où il y a moins de monde. Parce que pour faire de la longue distance, il faut s'entraîner plus, les gens ont la flemme et tout ça. Donc la distance la plus longue en piscine, c'est 1500 mètres. Donc on regarde et on se dit, c'est impossible. On n'arrivera jamais, c'est pas possible. Sauf si tout le monde se casse la jambe avant de commencer. Et on se dit, on se rend compte que tu es hyper endurant, mais que 1500 mètres, c'est pas assez long. Et on trouve l'eau libre, 3000, 5000, 10 000. Et on se dit, en Suisse, le niveau, il y a des très bons, mais il n'y a pas vraiment de succession. C'est-à-dire que si cette personne ne vient pas, il y a une place à prendre. C'est exactement ce qui s'est passé. La première année où j'ai testé le 5000 mètres, j'ai fini 4e et je me suis dit, j'ai trouvé ce que je veux faire, je vais m'entraîner pour travailler ça, parce que c'était la première fois que je faisais de l'eau libre en compétition, et je vais faire une médaille. Et je suis venu, une année après, c'était à Lausanne, le temps était dégueulasse, donc tous ceux qui avaient d'autres courses ont décidé de faire d'autres courses à la place de celle-ci, parce que voilà, il fait froid, ça fait chier, enfin voilà. Et du coup, moi je me suis dit, non, on va y aller. Et tout l'été où je me suis entraîné, c'était fin août, le lac était déjà froid, donc moi j'étais habitué, et du coup on était une dizaine à prendre le départ, et ils sont tous tombés comme des mouches les uns après les autres à cause du froid, parce qu'ils étaient trop maigres, pas assez entraînés, et puis du coup le but c'était pas de nager le plus vite possible, forcément, c'était d'arriver au bout, et d'être premier, ce serait cool. Et je me suis pas du tout concentré sur les gens sur la course, je me suis dit, il faut finir, enfin c'est ça, le plus vite possible, donc j'accélérais à chaque tour le plus possible, il y en avait 3, c'était des tours d'1 kilomètre, et quand je suis arrivé, je ne savais pas que j'étais premier, parce que tu pars, c'est le bordel, il y a tout le monde qui part partout, tout le monde qui se nage dessus, et je voyais les gens sortir de l'eau, et donc il y avait les bateaux qui venaient chercher les gens qui étaient en hypothermie et tout, l'eau était à 16 degrés, sans combinaison, donc le cauchemar, chose aujourd'hui que j'arriverais plus du tout à faire, mais là j'étais déterminé, et je suis arrivé, et puis en fait, il y avait ma maman, ma copine de maintenant, mais qui était une amie de l'époque, qui était là aussi, et puis qui m'a dit, mais je crois que t'es premier, quoi. Puis j'étais là, mais comment ça ? Ouais, je crois que t'es premier. Et du coup, tout d'un coup, je sors de l'eau, donc j'avais très froid, je me suis un peu, pas évanoui, mais j'étais un peu en hypothermie. Et il y a le juge arbitre de la Fédération Suisse de Natation qui est venu me voir et qui m'a fait félicitations et tout, puis je me suis dit, il m'a dit félicitations parce que je suis arrivé, tu vois, un peu sympa, quoi. Il sait pas qui je suis, il m'a jamais vu, voilà. Et là, tout d'un coup, ils annoncent les médaillés, et puis il y a mon nom dedans, donc je me dis, j'ai une médaille, mais je sais toujours pas laquelle c'est. Et tout d'un coup, on appelle le podium de ma catégorie, on appelle le 3e, le 2e, et puis on m'appelle moi, et puis tout d'un coup, moi, tu dis, je suis premier, quoi. Et puis, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, être le meilleur, ça veut pas forcément être le plus rapide, ça veut dire mettre le plus de chance de son côté pour que ça marche. Et en fait, c'est de s'entraîner dans des conditions où les gens n'iront pas s'entraîner. Les gens sur les lacs que j'ai traversés, le Léman, personne traversera le Léman dans un jour comme ça. Faut être fou. Et c'était bête, même de ma part, de le faire. J'aurais jamais dû faire ça. Mais quand on se dit, avec le recul, c'était le bon jour. C'était les conditions qu'il nous fallait. Et j'étais préparé, je savais que ça allait être difficile. C'est là qu'aussi, quand tu choisis de traverser ces 5 lacs, tu sais que tu vas pas toujours avoir une bonne météo, puisque tu t'es donné le défi de le faire en 15 jours. Il y aura des jours moins bons et des jours meilleurs, et c'est comme ça. Et il faut choisir le moins pire, en fait. Et là, on n'a même pas choisi, on s'est dit, on y va, on déroule. À part l'orage sur le lac de Neuchâtel où on a décalé d'un jour, on s'est dit, là, c'est pour la sécurité de tout l'équipage, de tout le monde. Mais on aurait pu y aller. Mais on se rend compte que même après 100 km dans les bras, sur les 2 derniers lacs, le lac des 4 Cantons et le lac de Neuchâtel, il y avait quelqu'un de l'équipe suisse, donc un vrai gars, qui avait les records sur ces lacs, et avec 100 km dans les bras, alors que lui, il vient préparé pour un jour magnifique pour traverser son lac. On lui a mis 1 heure et quelques sur chaque lac. Magnifique. Donc on se dit, elle est où la limite ? Tu vois, où est en fait la limite du possible et de l'impossible ? Puis en fait, il n'y en a pas. On la crée nous-mêmes. Et puis je pense que ce qui est hyper important, c'est de faire ça par sens, avec passion et avec un sens personnel, et pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour moi, ce qui me rend content, c'est justement de me dire, là, ce challenge des 5 lacs, ça me paraissait immense au départ, ou peut-être pas, et que tout d'un coup, même 2 semaines avant, je me dis, mais en fait, c'est quand même chaud de nager 188 km, là, j'ai de la peine à enchaîner 5 km dans la piscine, comment je vais faire ? Puis en fait, on se pose pas la question, il faut y aller, Et si ça prend 2 heures de plus que ce qu'on a prévu, on prend 2 heures de plus. Si on a une météo de merde et qu'il faut faire 20 jours, on le fera, on va le finir.
mais on n'aura pas forcément tout réussi. Mais pour moi, pour l'instant en tout cas, je vois tous mes projets comme des succès parce que j'ai réussi à aller au bout de ce que je voulais. Pas toujours dans le temps imparti. Certains ont bien dépassé le temps que je leur avais accordé en termes de deadline, mais c'est comme ça, on prend le mal en patience et on attend le bon moment, on attend le bon truc et en attendant, on se lance d'autres projets, on se lance dans d'autres choses. Et surtout pour moi, à titre personnel, le succès, c'est d'impacter les gens positivement au travers de ce qu'on fait et pas de toujours le faire égoïstement, on va dire, pour soi, en se disant, voilà, je vais faire un marathon, j'ai rien contre ceux qui font les marathons, mais tu vois, de se dire, voilà, mais de se dire, voilà, on le fait pour une cause, beaucoup de gens le font, hein. Et puis de se dépasser aussi pour faire en sorte que les autres se dépassent dans peu importe le domaine et d'inspirer les gens à se dire on y va quoi, on s'en fout que tu aies 20, 18, 45, 55 ans, 90 ans et tu te dis j'ai toujours voulu faire ça, j'y vais quoi. Et puis c'est ça pour moi qui est beau et je pense qu'il y a tellement de gens qui se mettent des freins au quotidien par peur d'échec justement. Et puis pour moi même si, entre guillemets, je pense que c'est même un mindset, j'ai pas de souvenir d'avoir raté quelque chose, mais ça veut pas dire que je suis parfait, au contraire, ça veut dire que justement, j'ai complètement mis de côté ces expériences, parce que pour moi, elles font partie du succès, en fait. Un projet qui marche pas la première fois, et que tu le trouves important pour toi, tu vas recalibrer ta réflexion, tu vas recalibrer ton plan, puis tu vas le refaire. L'échec, c'est quand tu as décidé que c'était fini. Que t'abandonnes. Voilà. Et encore une fois, abandonner n'est pas forcément une chose négative. Abandonner un projet qu'on se voit après l'expérience pas viable, qu'on se dit il aurait été génial il y a 10 ans, mais là malheureusement on arrive trop tard, ou justement on arrive trop tôt, mets-le en pause et regarde plus tard. Ou abandonne-le, mets-le de côté, c'est pas grave. T'as appris plein de choses, t'as pris de l'expérience, c'est ça qui pour moi est important. Et c'est vrai que j'ai très peu d'amis qui sont comme moi, qui ont envie vraiment de se dépasser, d'aller de l'avant, et puis ça fait peur, il faut aussi le dire, hein. C'est pas facile à faire, et ça prend des années de construire cette confiance qu'on a en se disant, là aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de francs sur la table, et puis ils sont basés que sur moi et ma capacité à traverser des lacs. Quand on le dit à haute voix, ça fait peur. Puis en fait, on fait pas ça pour ça, on sait qu'on va y arriver, c'est clair. Comment ? C'est la question. Dans combien de temps ? C'est la question. Mais on sait qu'on peut y arriver. Avec du travail, tout peut se réaliser, quoi. Noam, merci beaucoup pour Merci à toi. Cet épisode, pour l'inspiration. Cette très longue conclusion. Ça va en inspirer plus qu'un. Et dans tous les cas, tu le sais, mais je pense que c'est une évidence maintenant. Tu es clairement sur la route de tout ce que tu as parlé. D'inspirer, de montrer aux gens que c'est possible, des projets impactants. Et je te remercie pour tout ça. Merci à toi pour l'invitation. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Et si elle vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur YouTube ou tout autre type de plateforme et de noter mon podcast. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!